Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Regard sur l'actualité, consacrée à l'actualité socio-politique ivoirienne. Pour ce premier numéro, nous recevons M. Kwadjo Henri Joël, président de la jeunesse estudiantine et scolaire. Bonjour. Bonjour. Aussi, M. Guina Herman, vous êtes secrétaire général de la JPDCI urbaine, membre du bureau politique. Bonjour. Bonjour. Pour ce moment d'échange, je ne serai pas seule. Avec moi, ma consoeur Carole Fallet. Bonjour. Bonjour Martine Yamounessa. Notre échange de ce jour portera sur la révision constitutionnelle et sur la situation sanitaire en Côte d'Ivoire en rapport avec le Covid-19. Alors, quelle est votre analyse de la révision précipitée de la constitution ivoirienne orchestrée par le pouvoir en place le mardi 17 mars 2020? À mon avis, sur la question de la révision, il faut faire préciser deux éléments importants. Le premier point, c'est de rappeler la place de la Constitution dans une société humaine. Elle est donc le pacte qui unit des citoyens pour gérer et conditionner leur vie en communauté. Elle est donc l'émanation de la volonté populaire. C'est ça la Constitution. En tant que telle, sa révision, son changement ou sa nouvelle écriture doit nécessiter certaines conditionnalités. Alors, je voudrais également prendre à témoin le passé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a déjà vécu des moments dans son histoire politique où la Constitution a cristallisé les débats entre les Ivoiriens. J'en tiens pour preuve la Constitution de 2000, au moment où on l'écrivait, avec les fameuses connotations des et ou. Quand on a déjà un passé chargé d'autant d'événements qui ont bousculé le quotidien des Ivoiriens, je crois que quand on s'engage dans une telle initiative, il faut savoir raison garder. Je voudrais donc continuer mes propos en ajoutant ceci. Sur la forme, le contexte est mauvais. Pourquoi? Nous sommes en année électorale. Une année électorale qui cristallise les passions actuellement en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont stressés parce que beaucoup de conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections claires et transparentes. Dans une telle situation, pourquoi diantre engager une initiative constitutionnelle qui ne requiert pas l'assentiment de tous les acteurs? Voilà les véritables questions qu'il faut se poser. Observez de plus près l'article 55 nouveau qui nous fait déterminer le dauphin constitutionnel en le nommant. Mon Dieu, dans quelle république sommes-nous? Nous sommes en démocratie. Là où la souveraineté appartient exclusivement au peuple. Mais pourquoi diantre on doit nommer celui qui de droit, en cas de vacances, de démission ou d'incapacité extrême du président élu, doit être nommé? Mais c'est grave. Voici les interrogations. Donc, nous disons que cette analyse, pour porter une analyse sur la situation de la révision, il faut dire que nous sommes dans une situation dangereuse. Nous sommes dans un glissement dangereux. Pour te faire un additif, monsieur le secrétaire général de la JPDCI urbaine, tout à l'heure, vous avez fait un passage sur la question de l'article 55. Moi, je vais plus loin. Je vais parler même de l'article 58, qui dit que le dauphin doit assister à la prestation de serment du président de la République. Mais avec l'ancienne constitution, le président de la République étant élu de pair avec son dauphin. Donc du coup, les deux prestaient serment ensemble. Mais cette fois-ci, le président de la République est élu et il doit se faire assister par son vice-président. Mais à quel moment le président de la République va nommer son vice-président qui va assister? Donc du coup, il y a une contradiction. Voilà pourquoi j'ai dit, les gens, dans un souci d'exclure les autres partis politiques de cette compétition électorale, se sont effectivement précipités et ils ont tripatouillé, ils ont créé un grand désordre au sein de notre constitution et je dis que cela est vraiment dangereux pour les Ivoiriens que nous sommes. Et cela, le président Henri Konan Bédié avait prévenu le gouvernement sur ces questions. Parlons de la frustration du peuple. Nous observons depuis l'adoption par le Congrès de la révision constitutionnelle plusieurs vagues de manifestations, notamment à Gagnoa, Boisflé et aussi d'Aoukro. Comment jugez-vous le silence du gouvernement face à ce fait? À ce niveau, vous me permettez de dire un mot. C'est un silence coupable. C'est un silence qui vient reconnaître le cynisme au sommet de l'État. Alors, voici des dirigeants
qui ont décidé d'administrer un peuple en ignorant royalement leurs aspirations les plus profondes. Mais c'est la conséquence logique des manifestations que nous observons ça et là, qui viennent témoigner de ce que toute initiative de ce genre qui touche à la loi fondamentale d'un pays doit prendre en compte les aspirations du peuple. Alors, que pensez-vous du processus électoral de l'enrôlement pour l'obtention des cartes nationales d'identité? Signalons que les sites d'enrôlement sont passés de 118 à 152 au lieu de 11 000 en 2009. Comprenez avec moi que le gouvernement RHDP n'est pas un gouvernement assez irresponsable. Nous observons tous, dans tous les secteurs d'activité, ils ont échoué. Pour cette question du processus électoral, ce sont des questions techniques. Donc il faut des experts en la matière. Mais d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure, je disais un peu plus haut, que les gens sont dans une stratégie d'exclusion. Mais tout ça là contribue à l'exclusion des partis politiques qui sont capables effectivement de gagner l'élection en octobre pour ramener la réconciliation et le vivre ensemble vrai en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, nous sommes tous sans ignorer qu'à un moment donné de la vie politique de la Côte d'Ivoire, on entendait certains dirigeants dire que tout était bouclé, que tout était géré. Mais c'est normal. C'est normal. De 11 100 d'enrôlement, on se retrouve à 152 centres d'enrôlement. Comment est-ce que les Ivoiriens vont pouvoir se faire tous enrôler et participer à ce jeu démocratique? Donc ce sont des stratégies d'exclusion. Je le dis et j'insiste, ce sont des stratégies d'exclusion. Parlons du prix de la carte nationale d'identité. En 2009, le président Ouattara a refusé de payer à 1000 francs CFA sa carte nationale d'identité parce que le citoyen ivoirien. Il a refusé à ce que ses militants payent les 1000 francs CFA. Et il y a eu des marches. Le président Laurent Gbagbo est revenu sur la question et a demandé à ce que tous les Ivoiriens aient gratuitement leur carte nationale d'identité. Mais nous nous trouvons actuellement dans un état où la pauvreté est grandissante, qui est due simplement au fait que le gouvernement a une volonté manifeste d'appauvrir la Côte d'Ivoire et d'ailleurs de surcroît d'endetter les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, rien ne va. Où les Ivoiriens vont trouver les 5 000 francs pour aller se faire enrouler. Ça, c'est d'abord un premier point. Le deuxième point, même si le jeune Ivoirien ou bien le citoyen ivoirien arrive à avoir les 5 000 francs pour se rendre dans un centre d'enrôlement, nous savons tous comment est-ce que les choses se passent. Quelqu'un qui va se réveiller à 4 heures pour se mettre dans un rang et qui va quitter à 18 heures, il arrive, il est peut-être la première personne arrivée ou la deuxième personne arrivée, mais il se retrouve dans la maison sans avoir son reçu. Parce qu'il y a déjà des listes qui circulent déjà et il y a des personnes qui sont ciblées à qui on remet ces cartes nationales d'identité. Donc moi je dis que même si aujourd'hui le président Alassane Ouattara demande à ce qu'il y ait les 11 100 d'enrôlement, le temps est vraiment court pour que tous les Ivoiriens se fassent enrôler. Et ça c'est un véritable problème. Rappelons aussi que le président Henri Konan Bédié, pour pallier ce problème, avait proposé que les anciennes cartes nationales d'identité soient reconduites. Comme ça, on n'aurait que les nouveaux majeurs à enrôler. Je pense que ça aurait résolu le problème. Au regard de tout ce qui précède, pensez-vous que l'élection présidentielle se tiendra dans le délai prévu? Alors, il faut dire la suite du président Ali Joël, qui a été assez long, mais assez clair, sur la situation assez ubuesque dans laquelle nous sommes. Évidemment, de telles conditions, de telles procédures, de telle manière de conduire un processus national. Enfin, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs qui nous suivent et dire ceci. Avoir la responsabilité au sommet de l'État de conduire un pays et donc un peuple doit nécessiter une certaine approche humaniste. En vérité, l'homme qui gouverne doit être gagné par le sentiment qui est au maximum de créer les conditions de la saine vie communautaire du peuple qu'il dirige. Je ne comprends pas comment on peut, de manière unilatérale, avoir une CI qui est monocolore, qui est illégale, qui est antidémocratique et partisane, à la fois conduire une initiative de révision constitutionnelle de manière unilatérale, en même temps conduire des opérations d'identification en ignorant royalement la condition de paupérisation des Ivoiriens. Tout cet amalgame mis ensemble pose
un problème du défi du jeu électoral. Pouvons-nous arriver à une date pour tenir les élections de manière crédible, pour rassurer les Ivoiriens quand on connaît notre passé récent? Je vais dire que c'est bien cela qui a guidé les aspirations et la volonté du PCRDA à travers son leader charismatique, le président Henri Konan Bédié, quand il a demandé sur certains points clés une certaine attitude du gouvernement pour que chacun des Ivoiriens, chacun des acteurs politiques puisse avoir son mot à dire afin que le consensus, pas sur fond d'unanimisme, mais un consensus sur fond de dissensus, c'est-à-dire un consensus qui intègre la différence de chacun des acteurs politiques et donc qui met en scène l'intérêt supérieur de la nation. C'est bien cela, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la prorogation des 6 millions et quelques cas d'identité des détenteurs actuels de la CNI, qui sont en expiration depuis juin, jusqu'en 2021, pour résorber que les nouveaux demandeurs. Mais c'est intelligent, mais c'est surtout avant-gardiste. Et ça, il faut le saluer. C'est que malheureusement, ce gouvernement n'arrive pas à comprendre, juste, comme il a dit, dans un jeu de se maintenir au pouvoir, vaille que vaille, ils sont dans l'exclusion notoire. Et c'est vraiment dommage. Nous aborderons un autre aspect. Aujourd'hui, on parle de coronavirus, une pandémie qui sévit dans le monde entier. Alors, au niveau sanitaire, pensez-vous que la Côte d'Ivoire s'est préalablement préparée pour faire face à cette pandémie? Et nous avons en Côte d'Ivoire un gouvernement qui n'arrive même pas à anticiper sur ces situations qui sont liées à la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, cette pandémie est une réalité. Dieu nous a fait la grâce. Ça n'a pas commencé ici en Côte d'Ivoire. Ça a commencé dans d'autres pays. Et pendant que ça se passait dans d'autres pays, on avait des organisations comme l'OMS qui disaient que ce n'est pas seulement dans les pays comme la Chine ou bien en Italie que cette maladie peut faire effet, mais peut faire effet dans tout le monde, dans tous les pays du monde entier. Mais à partir de ce moment, pour un gouvernement sérieux, on prend des mesures. Mais aucune mesure n'a été prise en Côte d'Ivoire. Et maintenant qu'on nous signale des cas, c'est maintenant que nous voyons le gouvernement courir dans tous les sens. À ce sujet, moi, Henri Joël Ndri, président national des JPS universitaires, si j'étais à la place du ministre de la Santé, j'allais déposer ma démission. Parce que c'est trop flagrant. Est-ce que les mesures prises pour endiguer le coronavirus sont adaptées aux réalités des Ivoiriens, sachant que la majorité de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté? Alors, si les mesures sont adaptées à nos réalités, je veux dire que ce n'est pas ainsi qu'il faut aborder la question. On est dans une situation de menace, de santé publique. On a un risque vraiment crucial de verser dans une pandémie nationale. Alors donc, c'est une attitude de responsabilité qu'il faut engager au sommet de l'État et donc en découler cela sur les citoyens. En la matière, il est démontré depuis la surveillance donc, de ce virus qu'il n'y a pas de remède spécifique pour freiner ce mal-là. Mais il y a plutôt une attitude prudentielle qu'on appelle les mesures de prévention. En la matière, chaque Ivoirien doit s'approprier les mesures distillées par le sommet, également par l'Assemblée mondiale de la santé. Il y a des mesures générales, donc des mesures de confinement, des mesures de quarantaine, des mesures d'isolement, la sensibilisation et la communication. En fait, là où nous attendons le gouvernement ivoirien, c'est de se saisir de l'enjeu de la situation et non avoir une attitude d'amateur sur un problème de santé publique. On ne peut pas imaginer qu'au moment où des pays voisins à la Côte d'Ivoire avaient détecté un premier cas dans leur aéroport, nous, on ne soit pas capables d'installer une zone de quarantaine dans notre aéroport principal pour nous empêcher d'avoir un premier cas. Mais tenez-vous bien, le premier cas détecté en Côte d'Ivoire a été détecté dans un quartier populaire. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'il y a risque de plus de cas qu'annoncés. Aujourd'hui, nous sommes à 9 cas, mais en vérité, est-ce que c'est vraiment 9 cas? Telle est la question. Nous sommes préparés parce que nous connaissons tous notre réalité en termes de plateau technique. Notre capacité sanitaire est assez faible pour faire face à une telle crise. C'est pourquoi l'attitude responsable, c'est la prévention. Vraiment la prévention rigoureuse.
Parlant d'incapacité d'anticipation, Oui. pendant que le Conseil national de sécurité prend les mesures pour freiner la prolifération du Covid-19 en Côte d'Ivoire, certains députés et sénateurs se réunissent pour tripatouiller la Constitution. Ne sont-ils pas concernés par cette mesure? Pour un État où les parlementaires ont un tant soit peu un grand respect ou bien un petit respect pour le peuple, au contraire, au lieu de se retrouver pour contribuer ou bien pour participer à cette mascarade qui a lieu le 17 à Yamoussoukro, il aurait dû prendre ce temps pour réfléchir à comment sensibiliser la population sur la question. Mais comme les gens n'ont aucune considération pour le peuple, ils oublient l'essentiel. Ils oublient qu'on est président de la République, on est député parce qu'il y a une population qui existe et que nous représentons une population et que la vie de cette population doit nous coûter cher. Et par conséquent, lorsqu'il y a ces questions sanitaires, il faut s'asseoir rapidement, réfléchir à comment est-ce que sensibiliser la population, que de s'asseoir pour réfléchir à une mascarade, à un tripatouillage de la Constitution. D'ailleurs, qui n'est même pas accepté par ce peuple. Il faut à la suite du président Henri Joël faire remarquer le cynisme d'État qui est excellemment développé par le RHDP dit unifié. Ce parti avatar qui a fini de démontrer toute son aisance dans la violation et dans l'irrespect des règles élémentaires de vie communautaire. Et c'est ahurissant, c'est franchement saisissant de constater que pour le pouvoir, on est capable de faire ça. Là où la vie des Ivoiriens est menacée, voilà des gens qui trouvent matière à aller tripatouiller la loi fondamentale. Juste pour se donner plus de moyens de rester au pouvoir. Juste pour ça. Pourtant, le pouvoir n'est pas éternel. Faut-il comprendre la logique? Bon, enfin. Alors, dans les mesures de prévention de cette maladie, il y a la fermeture des établissements, ce qui entraîne la suspension des cours pendant 30 jours. Hélas. Alors, quel est l'impact de cette pandémie sur l'année scolaire pour vous, président des étudiants? Non, mais c'est évident qu'on est à la fin de mauvais résultats scolaires. Comprenons déjà que nous avons même un souci, un handicap au niveau même de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette maladie vient encore aggraver la situation des élèves et étudiants que nous sommes. Mais je précise que ce n'est pas à cause de cette maladie qu'il y a un handicap au niveau de l'éducation. Parce que le mal existe déjà. Donc cette maladie-là vient aggraver la situation. Parce qu'il faut le dire haut et fort. Peut-être que les gens ne savent pas parce que les gens ne disent pas la vérité aux gens. Nous avons un grand souci d'éducation en Côte d'Ivoire. Concernant les impacts, au-delà des impacts sur le système éducatif, il faut aller plus loin. Il faut aller sur les impacts socio-économiques. Alors, voici une population qui est très pauvre. Environ 5 Ivoiriens sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, mais tous, comme on dit, se débattent à la recherche des petits boulots pour vivre et assumer leur quotidien. Alors, avec une telle menace qui a pour particularité de confiner les citoyens dans leur chez eux, de les mettre en quarantaine dans leur domicile, est-ce que le gouvernement déjà se prépare à réfléchir sur comment nous endiguons cela? Parce que, imaginez-vous, 8 millions d'Ivoiriens chez eux pendant 14 jours, sans aller à la recherche de leur pitance quotidienne. Imaginons-nous ensemble sur ce plateau ce que ça peut créer. Réfléchissons à ça. Je crois qu'un expert de notre grand parti, le PCDA, s'est prononcé sur les conséquences socio-économiques de la menace du coronavirus en Côte d'Ivoire et a interpellé d'ailleurs le gouvernement. Ce matin, ça parlait d'ailleurs même dans un quotidien pour dire de faire attention. Nous avons une économie qui est extravertie, qui est portée donc essentiellement par le secteur public et par les grandes sociétés multinationales. Alors, en pareille situation, c'est dangereux. Nous risquons de nous trouver dans une situation dangereuse économiquement. Donc, il faut dès maintenant que la réflexion se fasse. Et c'est là où nous attendons un gouvernement responsable.
Alors, pouvez-vous lancer pour finir un appel au respect des mesures de sécurité? Alors, donc, comme appel à lancer, je l'ai dit tantôt, c'est un appel de responsabilité et des citoyennetés. Nous sommes face à une menace qui est réelle, une menace qui est effectivement dangereuse et qui engage donc le déséquilibre de notre nation. Alors, devant les mesures prises au niveau international comme au niveau national, chaque citoyen devra donc s'approprier ces mesures. Pour rappel, je dis, face à cette menace, nous n'avons pas de remède. Les remèdes usités sont la prévention. La prévention est à deux niveaux. Elle est d'un niveau général et d'un niveau individuel. Au niveau général, il s'agit de confinement, il s'agit de quarantaine, il s'agit d'isolement, de communication et de sensibilisation. Chaque Ivoirien alors doit devenir un agent sensibilisateur sur la question, doit pouvoir changer son quotidien à travers des habitudes nouvelles. Se laver couramment les mains, comme on le dit, peut nous éviter d'être atteints par ce virus dangereux. Je voudrais donc terminer pour dire que c'est l'occasion encore pour le gouvernement ivoirien de se racheter devant les Ivoiriens avec une attitude plus responsable. Parce que quand nous avons vu les scénarios qui sont déroulés à l'INGS, c'est vraiment dégoûtant. En tant qu'irresponsable au sommet, on ne doit pas donner de si mauvais exemples. Quand une population n'est pas assez préparée pour une situation, il faut les éduquer dans le bon sens pour préserver leur vie. Je voudrais terminer là et vous remercier encore pour l'occasion que vous nous avez donnée. Allez-y. Nous nous trouvons dans une situation où il n'y a personne pour nous secourir. Il faut par moment nous-mêmes prendre certaines responsabilités pour éviter beaucoup de choses. Donc je voudrais dire aux Ivoiriens de rester forts. Je voudrais dire aux Ivoiriens de respecter aussi les règles telles qu'énoncées par l'Organisation mondiale de la santé pour que rien de mal nous arrive tous ici en Côte d'Ivoire afin que nous restons toujours nombreux comme nous l'avons toujours été. Nous restons solidaires pour qu'on puisse transformer, dès le 31 octobre soir, on puisse transformer véritablement cette majorité sociologique en électorat pour qu'il y ait véritablement un changement, pour qu'il y ait un nouveau gouvernement qui véritablement va prendre en compte les aspirations du peuple ivoirien. Je vous remercie. Merci. Alors c'est ici que prend fin notre échange. Merci à vous. Merci. Carole. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro.